Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Catherine Tetjen-Colli, professeure émérite de l'École de droit de la Sorbonne, ancienne directrice du Master 2 contentieux public. Confiance et droit public. Le thème retenu pour le colloque annuel organisé par l'Association des juristes de contentieux public, AJCP, dans le cadre du Master contentieux public de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rend compte une nouvelle fois du souci d'ouvrir la réflexion au-delà de la pure technique contentieuse sur une question au cœur de l'action publique. C'est donc d'abord pour le choix de ce thème, mais au-delà, pour l'énergie déployée dans la conception de cette journée et sa réalisation pratique, que doit être félicité et remercié l'AJCP et tout particulièrement son bureau. Confiance et droit public. Le sujet est incontestablement d'actualité. Il suffit pour s'en convaincre de relever la multiplication des références à la confiance dans les intitulés mêmes des lois comme celle du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, et du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, ou encore plus récemment, les deux lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, où la référence à la confiance est clairement assumée par le rejet de la préférence exprimée par la Commission des lois du Sénat en faveur d'un autre intitulé, pour la régulation de la vie publique, jugée plus sobre et conforme à leur contenu, et celle du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Objet même de ces dernières lois, la confiance est au cœur du discours politique puisque celles-ci entendent répondre dans la foulée de l'élection présidentielle de 2017 à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de créer un choc de confiance. C'est encore à la confiance que fait appel l'actuel projet de loi déposé le 5 décembre 2018 pour une école de la confiance. Que la confiance devienne ainsi le maître mot du discours, tant politique que juridique, ne peut tout à fait surprendre au regard de la multiplication des scandales politico-financiers, et notamment de l'éclatement au cœur même de la campagne présidentielle de 2017 de l'affaire Fillon, exigeant le retrait de ce dernier de la compétition électorale, ou encore des soupçons, d'une part, de recours à des emplois fictifs des assistants parlementaires pesant sur 3 ministres, et non des moindres, la ministre des Armées Sylvie Goulard, la ministre des Affaires européennes, Marielle de Sarnez, et le garde des Sceaux lui-même, François Bayrou, qui venait en juin 2017, ironie de l'histoire, de déposer au Sénat les projets de loi sur la confiance dans la vie politique, des Autre part, de montage financier de la part du ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, dans le cadre de sa présidence des Mutuelles de Bretagne, conduisant le premier gouvernement d'Édouard Philippe à la démission. Au même moment, Marine Le Pen, présidente du Front National, était mise en examen pour l'emploi présumé fictif d'assistants parlementaires au Parlement européen entre 2012 et 2017, mise en examen étendue ensuite à plus d'une dizaine d'élus ou ex-élus de ce parti, et accompagnée de la saisie d'une partie de l'aide publique versée par le Parlement européen au Rassemblement national, qui a succédé au Front National, en remboursement des 7 millions d'euros alors indûment perçus par ce dernier. Posé avec une brûlante actualité à propos de la vie politique lors des élections de 2017, puis élargie en 2018 à l'action publique, la question de la confiance dans les élus et l'administration n'est pas véritablement nouvelle. Des scandales politico-financiers ponctuels ont de tout temps émaillé la vie politique, que l'on songe pour s'en tenir à la Troisième République au scandale des décorations, à celui de Panama ou à l'affaire Stavisky, tandis que plus tôt dans l'histoire, précisément dès la constitution de l'État en France, Philippe le Bel entendait par sa grande ordonnance de 1303 prévenir et sanctionner d'éventuelles complaisances des officiers du roi, notamment avec leur parentèle. La question de la confiance dans l'État ne s'est pourtant véritablement posée que de manière récente en France dans le contexte politico-économique nouveau qui fut celui des années 80. La Ve République se caractérisait en effet jusque-là, selon la conception gaulliste, par la pénétration de la haute administration dans le champ politique et son association au pouvoir politique. Dans cette République des fonctionnaires, les hauts fonctionnaires se donnaient alors corps et âme à la grandeur de la France en satisfaisant le cas échéant leur désir de mobilité au sein de l'appareil d'État, en l'investissant très largement par leur passage en cabinet ministériel, l'exercice de fonctions ministérielles ou de fonctions dans le secteur économique parapublic. Alors que la fonction publique constituait pour De Gaulle comme pour Pompidou
Un service, une charge, un sacerdoce. Servir est un honneur, une vocation. Le service de l'État suppose essentiellement de l'abnégation. Abnégation dont la fonction publique tire sa noblesse, du dévouement, du désintéressement. Les années Giscard marquent un tournant décisif. La grande cause du service public ne consiste plus simplement à servir l'État mais pour ce dernier à résoudre les problèmes réels de notre temps, ou encore à répondre aux aspirations des Français. Une logique nouvelle se dessine, qui n'est ni de sacerdoce, ni de subordination, mais d'initiative et d'efficacité. Les hauts fonctionnaires des grands corps sont alors recherchés par les industriels pour la compétence qu'ils ont déployée et l'expérience acquise au service de l'État dans le cadre de la planification économique de l'après-guerre qui a permis la modernisation de l'appareil productif français. Ils investissent le secteur privé par des départs massifs principalement vers le secteur bancaire et financier, la communication de masse, mais aussi les assurances, les transports et l'aménagement du territoire. Alors même que la haute fonction publique reste fermée, son accès demeurant réservé à l'élite des grandes écoles, et qu'elle est étrangère par sa culture au monde économique, ce pantouflage permet l'emprise de l'État sur la vie économique, mais la symbiose des pouvoirs administratifs, politiques et économiques qui s'opèrent menace la traditionnelle indépendance fonctionnelle des hauts fonctionnaires. La place faite à cette administration gestionnaire et entrepreneuriale exerçant de hautes responsabilités économiques dans le secteur privé soulève au-delà une question nouvelle d'ordre déontologique, celle du risque de l'avoir usée à des fins privées de l'autorité et de l'influence, c'est-à-dire du pouvoir que procure une position publique élevée et vice-versa, d'influer sur les affaires publiques par une position éminente exercée dans le secteur privé, risque en bref d'une confusion désormais possible des intérêts publics et privés. Au-delà de l'essor du pantouflage, le cumul des mandats politiques tant nationaux que locaux par des élus dont l'appétit est aiguisé par une décentralisation venue renforcer les pouvoirs locaux notamment dans le domaine économique, de l'aménagement du territoire et de la construction, se conjugue au développement des pratiques d'intéressement, notamment des ingénieurs des grands corps et des architectes de l'État, à la réalisation de grands travaux et ouvrages publics qui ouvrent la porte non seulement à des abus mais aussi à une tentation structurelle permanente. Les premières affaires qui éclatent dans les années 80, affaire des fausses factures de Marseille, du Bureau d'études Urba, du Carrefour du développement des HLM de Paris, du marché de l'eau à Lyon, rendent compte d'emplois fictifs, de fausses factures, de commissions occultes, de bureaux d'études qui n'en sont pas, de fraude fiscale. Ces affaires, qui portent souvent sur l'attribution des marchés publics et se multiplient en un temps où la compétition électorale suscite des besoins de financement des partis politiques d'une ampleur nouvelle en raison du changement d'échelle des campagnes électorales, confirment la réalité des liaisons dangereuses du public et du privé. Décrivant l'ampleur du mal, à savoir une corruption rampante à tous les niveaux de l'État, et résultant notamment des liens tissés entre fonction publique et intérêt privé, Yves Mesny relève pourtant la non-perception comme telle des conflits d'intérêts que leurs bénéficiaires minimisent, voire légitiment en mettant en avant intérêt politique de ces pratiques, la défense de la démocratie par le financement des partis politiques, ou leur efficacité économique ou sociale, la défense des exportations françaises, le maintien de l'emploi. La substitution de l'expression euphémisée des affaires à celle de scandales politico-financiers est à cet égard significative comme la réélection à divers mandats de ceux qui sont pourtant poursuivis ou condamnés pour corruption. La notion de corruption pourtant systémique est ainsi escamotée, alors même que la France se distingue, au regard des valeurs qui lui sont prêtées, par son très mauvais classement international en la matière. L'accumulation des affaires dans un climat économique détérioré a toutefois eu raison de la relative indifférence de l'opinion publique. Perçue comme le privilège de la classe politique et d'élite en complète rupture avec l'idéal d'égalité et de justice de la République, cette corruption a fait éclater la confiance dans un système démocratique dont la légitimité s'est vue peu à peu minée. En témoigne une abstention de plus en plus marquée aux élections, une suspicion à l'égard de la classe politique dans son ensemble, un rejet des partis traditionnels, la montée du populisme, soit une défiance qui vise de manière générale l'action publique et dont le mouvement des Gilets jaunes s'est depuis fait l'écho. Si le voile s'est donc levé, des réponses multiples et empiriques ont pourtant été tentées pour restaurer la confiance au cœur du contrat social qui fonde toute démocratie.
Plus d'une trentaine de lois s'y sont attachées depuis les années 80, à un rythme qui n'a cessé de s'accélérer. Elles concernent la vie politique proprement dite par l'encadrement du financement des partis politiques, des campagnes électorales, du cumul des mandats, l'énoncé de nouvelles incompatibilités et de nouvelles obligations pour les élus, l'institution d'autorité de contrôle, le coup des apostrophes. Envoi étant donné par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui institue notamment un financement public des partis, et la Commission pour la transparence financière de la vie politique, CTFVP, chargée de veiller aux situations potentielles de conflit d'intérêts par le contrôle de la situation patrimoniale de certains responsables politiques. Elle sera complétée par la loi du 15 janvier 1990 relative à la clarification du financement des activités politiques, qui crée notamment la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, puis la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et aux déclarations de patrimoine, et celle du 11 avril 2003 relative notamment à l'aide publique aux partis politiques. Au-delà de cette préoccupation d'ordre constitutionnel de bon fonctionnement de la vie politique, c'est plus largement la confiance dans l'action publique qui ont voulu restaurer des lois comme la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché, et la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin I, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques qui encadrent notamment l'urbanisme commercial et les délégations de services publics, et institue des commissions de déontologie dans les 3 fonctions publiques. Les situations de conflit d'intérêts ont pourtant perduré faute d'effectivité du contrôle administratif destiné à les prévenir et du dispositif pénal visant à les réprimer, de même que le clientélisme politique ou des abus divers dans les nominations au tour extérieur. D'où l'affirmation d'un besoin de déontologie, qui s'exprime fortement dans les années 2000 en France, et plus largement au niveau international comme le montre la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, dite Convention de Mérida, dont l'article 8 stipule que chaque État s'efforce d'appliquer dans le cadre de ses propres systèmes institutionnels et juridiques, des codes ou normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques, et leur fait obligation encouragent notamment l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, Arhuita 1. Le rapport pour une nouvelle déontologie de la vie publique, comme le rapport pour un renouveau démocratique, remis, à leurs demandes successives aux présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour le premier en janvier 2011 par la Commission de réflexion pour la prévention des conflits dans la vie publique présidée par Jean-Marc Sauvé, et pour le second en novembre 2012 par la Commission de rénovation et de déontologie de la vie politique présidée par Lionel Jospin, montre l'importance de cette question qu'a confirmé la place centrale du thème de l'État impartial dans la campagne présidentielle de 2012. Le tournant déontologique attendu s'est accéléré avec l'affaire Cahuzac, du nom du ministre délégué au budget poursuivi en janvier 2013 pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Une avalanche de textes s'en est suivie, à commencer par les lois, organiques et ordinaires, du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique instaurant de nouvelles obligations pour les responsables publics, candidats à l'élection présidentielle, membres du gouvernement, parlementaires, membres des cabinets et hauts fonctionnaires, et instituant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, qui succédant à la CTFVP, est vue appelée à apprécier les situations de conflit d'intérêts désormais définies par cette loi, tandis que dans la foulée, la loi du 6 décembre 2013 renforçait la lutte contre la fraude fiscale. C'est à nouveau une invitation à renouer la confiance publique, que le président de la Haute Autorité adressait dans le bilan en janvier 2015 de sa première année d'activité, en formulant à cet effet toute une série de recommandations. Le rappel dans la loi des obligations déontologiques des agents publics, sans lesquelles il n'y a pas de confiance,
s'est affirmée comme une nécessité dont témoigne l'introduction par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires d'un nouveau chapitre 4 dans le statut de la fonction publique de 1983 intitulé « Des obligations et de la déontologie ». Au terme de son article 25, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, étant par ailleurs rappelé qu'il est également tenu dans cet exercice à une obligation de neutralité ainsi qu'au respect du principe de laïcité, et doit traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience. La loi définit par ailleurs l'obligation de probité comme interdisant notamment toute situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire selon une définition largement reprise de la loi précitée de 2013, toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, et enrichit les dispositions visant à les prévenir. Ces dispositions qui s'appliquent aux magistrats ont été inscrites, s'agissant des juges administratifs, dans le Code de justice administrative art. L. 131-A2, et ont été étendues aux autorités administratives ou publiques indépendantes par la loi du 20 janvier 2017 portant statut de ces dernières. La confiance des destinataires de l'action publique est également recherchée par la loi, qui ne s'en tient plus aux seules relations entre l'administration et les usagers, pour reprendre ici la formule qui fut celle du décret du 28 novembre 1983 qui énonçait des garanties en faveur des administrés face à l'administration, dans la ligne de la protection déjà reconnue par les lois du 17 juillet 1978 et du 11 juillet 1979. Droit d'accès aux documents administratifs et obligation de motivation des décisions individuelles défavorables, mais rester toutefois très en retrait de la politique de nouvelle citoyenneté des fonctionnaires et des usagers des services publics annoncée à issue du changement politique de 1981. La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, DCRA, a pour sa part franchi un pas dont son intitulé rend compte en substituant à la relation verticale administration-administré, l'affirmation des droits des citoyens vis-à-vis des administrations, celle-ci étant appelée à devenir plus accessible par la mise en œuvre des principes de transparence administrative et financière et le développement de services publics de proximité. La démocratie administrative, ou la citoyenneté administrative, ont ainsi peu à peu fait leur chemin. Dans le cadre du choc de simplification des relations entre l'administration et les citoyens annoncé par le président Hollande en mars 2013, la codification plusieurs fois différée des dispositions législatives et des règles jurisprudentielles relatives aux procédures administratives, s'est concrétisée par l'adoption en octobre 2015 du Code relatif aux relations entre le public et les administrations, CRDPA, visant à améliorer la sécurité juridique et, comme la loi des habilitation y inviter le gouvernement à faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens. La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, a visé de son côté à faire de la France une république exemplaire en portant la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux dans la lutte contre la corruption, par divers instruments nouveaux, création de l'Agence française anticorruption AFA, encadrement des représentants des intérêts, inéligibilité pour manquement à la probité, tandis que la loi du 6 mars 2017 a porté cette même exigence à l'égard des élus en renforçant les obligations comptables des partis politiques et des candidats. Par les deux lois, organique et ordinaire, pour la confiance dans la vie politique, adoptées dès le 15 septembre 2017, Emmanuel Macron a manifesté à son tour sa volonté de poursuivre immédiatement dans la recherche de l'exemplarité des élus, et a au-delà préconisé une nouvelle culture de l'action publique, par la loi du 10 août 2018 au titre évocateur pour un État au service d'une société de confiance. L'administration est ainsi appelée à être une administration de conseil et de service, qui tout à la fois accompagne, s'engage et dialogue, et dont les relations avec les destinataires de l'action publique doivent se simplifier et se fluidifier. En bref, l'administration ne se définit plus par rapport à la société par sa verticalité et son unilatéralité,
Elle n'est plus en surplomb mais dans une relation plus égalitaire faite notamment de confiance et de bienveillance. Cette relation nouvelle se traduit par la simplification de multiples formalités et l'allègement des normes juridiques instituant des obligations et contrôles divers perçus comme autant d'entraves et sources de lourdeurs administratives. Elle se concrétise au-delà d'une part, par la reconnaissance générale aux usagers d'un droit à régularisation en cas d'erreur. Droit jusque-là réservé à l'administration et aux juges administratifs sous certaines conditions, voire à certains usagers mais dans des domaines circonscrits, fiscal et douanier ou encore social. D'autre part, par la sécurisation de leur situation juridique par le renforcement de leur droit à information mais aussi et surtout par la reconnaissance des un droit au contrôle et à l'opposabilité de ce contrôle, administration, qui constitue un droit nouveau de portée générale faisant de l'administré un acteur du contrôle. L'affirmation de ces droits nouveaux qui viennent enrichir ceux déjà reconnus aux usagers, ou plus largement aux destinataires de l'action publique, rend compte du recentrement de la relation administration-usager sur ces derniers et confirme le mouvement de subjectivisation du droit public. Ces appels récurrents à la confiance suscitent au moins deux séries d'observations, d'ordre politique et d'ordre juridique. En premier lieu, comme le montrent à l'envi les lois s'attachant à la promouvoir et dont la multiplication témoigne chaque fois de leur insuffisance mais non de leur inutilité, la confiance ne se décrète pas et peine à se rétablir une fois qu'elle est trahie. Par ailleurs, l'invitation à la confiance implique à tout le moins de n'être pas contredite par des invitations contradictoires à la suspicion, à la défiance ou à la méfiance, comme notamment le droit des étrangers en fournit l'illustration, même à l'égard des demandeurs d'asile toujours suspectés d'être des faux demandeurs, des fraudeurs, voire des terroristes en puissance. En second lieu, le développement des droits subjectifs des destinataires de l'action publique ne s'accompagne pas en France de la consécration d'un principe juridique de confiance légitime alors pourtant qu'ils en constituent des éléments consubstantiels. Le Conseil d'État s'y montre résolument opposé, soutenu par une partie de la doctrine. Reste que sa résistance a dû céder en cas d'application du droit de l'Union, à la situation dont il a à connaître, car il ne peut alors ignorer le principe de confiance légitime que ce dernier consacre. Par ailleurs, s'il l'écarte en dehors de cette hypothèse et s'en tient alors au respect d'un principe de sécurité juridique qui reposant sur la qualité de la loi, son accessibilité, sa clarté et son intelligibilité, ainsi que sa prévisibilité selon la définition Q', il en a donné, en constitue la face objective, alors que la confiance légitime reposant sur la prise en considération des attentes des particuliers en est la face subjective. Il prend néanmoins en compte les espérances légitimes que la Convention européenne des droits de l'homme protège, suivie en cela par le Conseil constitutionnel, qui fonde quant à lui leur protection sur l'article 16 de la DDHC. À l'instar de ces juges qui n'ont pas franchi le pas en consacrant le dut principe de confiance légitime, le législateur s'en abstient en l'état et ce alors même qu'il a reconnu d'importants droits subjectifs nouveaux aux administrés en 2008. Qui plus est, il ne les met pas en exergue en les réunissant en tête du Code des relations du public avec l'administration comme c'est le cas pour les principes directeurs du procès administratif qui figurent dans le titre préliminaire du Code de justice administrative. L'on mesure à ces brèves remarques toute l'importance du sujet retenu et l'étendue des questions qu'il soulève. Il convient donc de remercier ceux qui par leur intervention vont contribuer à éclairer la réflexion en explicitant d'abord cette notion pour en préciser la signification, les origines, la place dans la Constitution, enfin ses liens avec la déontologie. Ils en dévoileront ensuite les enjeux au regard de la notion d'intérêt général et de la responsabilité de la puissance publique, ainsi qu'en matière de fonction publique, de contrôle administratif des collectivités territoriales et de traitement des données personnelles. Ils s'attacheront enfin à apprécier la portée de cette notion dans le contentieux contractuel à travers notamment le principe de loyauté, puis celui de l'urbanisme, ainsi que dans le contentieux médical à propos de la personne de confiance, avant de s'interroger sur la question plus transversale et au cœur de ces contentieux, de la confiance dans la justice administrative qui va bien au-delà de sa seule impartialité. Première partie, la notion. Réflexion sur la signification de la confiance. Jean-Marie Pontier, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille. En toi j'ai mis ma confiance, tu es ma seule espérance.
Cette formule est tirée d'un hymne religieux très ancien du christianisme. La formule est significative à un double point de vue. Elle signifie d'abord que la confiance la plus grande que l'on peut avoir est celle que l'on peut placer en Dieu. Il ne s'agit pas de la confiance dans les dieux, mais de celle mise dans un Dieu qui est le Dieu unique. En effet, dans les religions qualifiées de polythéistes, la question de la confiance n'apparaît jamais. Il faut honorer les dieux parce que sinon ces derniers vont se venger sur les humains. Pour que l'on puisse parler de confiance, il faut un seul Dieu, un Dieu personnel, c'est celui que l'on trouve dans le judaïsme et le christianisme. Dans cette conception, la confiance est absolue, même si les hommes peuvent de temps à autre au cours de l'histoire éprouver des doutes, parce que par définition Dieu ne peut pas décevoir. Cet hymne est significatif à un second point de vue. Le pouvoir politique, pour se faire respecter, a besoin du religieux et du sacré. La Révolution française de 1789, qui est très anticléricale, n'a pas pour autant désacralisé, elle a substitué un sacré à un autre, la nation prenant la place du roi. Et la nation pourra exiger plus de sacrifices de la part des citoyens que ne pouvait en demander le roi à ses sujets, parce que, à la différence du roi, qui est une personne humaine avec toutes ses faiblesses, la nation n'a pas ces dernières, elle peut être un absolu. Ces considérations préliminaires sont essentielles parce que nous verrons que la légitimité du pouvoir est, d'une manière ou d'une autre, liée à un certain sacré, et que les dirigeants des sociétés contemporaines sont toujours en quête d'une légitimation qui emprunte au sacré. Qu'est-ce que la confiance ? Ce n'est pas une notion philosophique, même si l'on trouve sur Internet le terme de confiance lié à celui de philosophie. Le dictionnaire philosophique de Lalande, qui fait autorité, ne fait aucune référence à la confiance. En revanche, les sociologues ont beaucoup parlé de la confiance, mais il ne faut pas réduire la confiance au seul champ de la sociologie. Elle comporte inévitablement une dimension morale, même en prenant la précaution de mettre ce terme entre guillemets. L'étymologie peut nous aider à mieux comprendre le sens de confiance, parce que ce dernier mot est lié à bien d'autres termes. Le mot de confiance a une origine latine, et l'on peut ici retenir 3 vocables. J'en citerai un 4e plus loin. Le substantif confidentia, le verbe confidere et le terme fides qui a la même racine. À partir de ces termes, on peut distinguer une double série de significations. Si l'on se place tout d'abord du côté de ce qui est ressenti, ce qui peut être relevé, c'est un sentiment ou une conviction. Le sentiment est la foi, fides, qui est une croyance, elle n'est pas que cela, mais la croyance est ici une composante très forte, la notion de foi pouvant se décliner sur des registres très différents. Mais cette croyance s'accompagne d'une autre notion qui lui est associée, le crédit que l'on fait en celui en qui l'on met sa confiance. Faire crédit est à double sens, mais le premier sens, le plus important, est la confiance que l'on témoigne à quelqu'un, le sens financier et fiscal est dérivé du premier. Si l'on se place ensuite en amont et en aval de la confiance proprement dite, on trouve ce qui produit la confiance et ce que celle-ci produit. Ce qui produit la confiance, c'est la bonne foi, la droiture, la loyauté. Ce qui est produit par la confiance, c'est le fait de pouvoir se fier, se confier, faire des confidences. Au vu de ces considérations, qui montrent les liaisons qui peuvent être établies entre les termes et les implications que cela produit, il apparaît que la confiance est une nécessité de la vie en société, ce qui explique que les gouvernants la prennent en compte, la recherche. Mais la recherche de la confiance par la norme ne peut que susciter des doutes. 2. 1. La confiance, nécessité de la vie en société. Le constat selon lequel les hommes vivent en société intrigue depuis des siècles, et les philosophes, plus généralement les penseurs dans différentes disciplines, se sont interrogés sur ce phénomène. Ce constat conduit à une observation. Avoir confiance, faire confiance est une exigence de la vie sociale. Il ne peut y avoir de société sans un minimum de confiance entre ses membres. Ce trait est si important qu'il est pris en compte par le droit. À avoir confiance, faire confiance, une exigence de la vie sociale. Nous vivons en société. Les sociétés dans lesquelles nous vivons sont organisées, structurées. La forme d'organisation universellement répandue aujourd'hui étant celle de l'État. Avoir confiance signifie donc, d'une part, avoir une certaine confiance dans les autres, d'autre part, avoir une certaine confiance également dans le système politique et administratif. 1. La confiance dans les autres. L'être humain est d'abord un être relationnel,
la solitude n'est supportable que pour quelques personnes et dans des situations particulières, nous sommes en relation avec les autres. La confiance que nous accordons aux autres est une confiance parfois obligée, parfois libre. La confiance accordée à une ou d'autres personnes peut d'abord être une confiance plus ou moins obligée. Un premier exemple qui peut être cité est celui de la relation avec le médecin. La personne qui est malade, qui a besoin de soins, va recourir à un médecin et a priori, elle va faire confiance au médecin. Dans notre système de santé en France, le mécanisme de confiance est même double. C'est d'abord la confiance qui résulte du choix de son médecin, au moins généraliste. Ce principe de la liberté du choix du médecin est considéré en France comme fondamental. Il n'en est pas de même dans tous les pays. En Grande-Bretagne, si l'on veut bénéficier de la gratuité, il faut se placer dans le cadre du NHS. Il est certes possible de choisir son médecin en dehors du NHS, mais en payant sans remboursement, sauf mutuelle. La confiance dans le médecin joue à un second stade. La plupart des patients acceptent le diagnostic fait par le médecin et acceptent de prendre plus ou moins bien les médicaments qui leur sont prescrits. Certes, il y a grandissante la contestation par quelques-uns, certains préférant s'en remettre à des diseurs de bonne aventure ou à Internet. Mais le système de santé ne pourrait pas exister, ne pourrait pas subsister sans cette confiance, quelques limites qu'elles connaissent, que nous faisons aux médecins. On pourrait en dire tout autant, et avec les réserves qui s'imposent, d'une autre catégorie de personnes, celle des enseignants. Certes, et l'on reviendra plus loin sur ce point, une défiance s'exerce depuis quelque temps à l'égard des enseignants. Cependant, en gros, les parents, notamment dans le cycle de l'enseignement primaire, font confiance aux enseignants. C'est à cet échelon que le degré de confiance est sans doute le plus fort. Le terme traditionnel de maître, de maîtresse, avec aujourd'hui, beaucoup plus de maîtresse que de maître, est significatif du respect porté. Le maître est celui qui appelle le respect parce qu'il dispose du savoir, et les parents donnent leur confiance à ceux à qui ils remettent leurs enfants. Les choses se gâtent avec le passage dans l'enseignement secondaire. Les ministres chargés de l'Éducation nationale insistent beaucoup sur la confiance. Le ministre en charge de celle-ci en 2018 a développé le thème « Construisons ensemble l'école de la confiance ». Le ministre a même précisé ce qu'il entendait par là, une école qui fait confiance à la société dans une société qui fait confiance à son école. Une troisième catégorie composite de personnes, mais il y en a bien d'autres dont on pourrait parler, à laquelle on fait confiance par nécessité est celle des notaires, des avocats, des conseillers de toutes sortes. Les Français vont voir ces personnes parce qu'ils ont un problème à régler, qu'il s'agisse d'une succession ou d'un contentieux avec une autre personne, par exemple un voisin ou un vendeur, ou avec l'administration. Si une personne fait cette démarche, c'est parce qu'elle prête un minimum de confiance à la personne qu'elle va voir. Il faut ajouter que toutes les personnes qui font ces démarches font également une certaine confiance, même avec toutes les critiques que l'on imagine, au système juridictionnel, c'est-à-dire aux juges auxquels elles vont s'adresser. La situation est assez différenciée selon les pays, car dans certains pays les requérants ne font aucune confiance au système juridictionnel, qu'il s'agisse de juger des personnes physiques ou des personnes morales, en particulier l'administration. Il existe une autre expression de la confiance qui est libre et que les juristes connaissent bien, c'est le consensualisme. Sans remonter, comme l'on dit, à la préhistoire pour laquelle toutes les hypothèses pourraient se révéler téméraires si l'on s'en tient à l'Antiquité, période suffisamment lointaine et suffisamment étendue dans le temps pour que les constats que l'on peut faire soient considérés comme démonstratifs, on observe que très tôt les hommes ont cherché à échanger entre eux. L'échange suppose un engagement entre deux ou plusieurs personnes, un engagement qui implique nécessairement une réciprocité. Dès le départ donc, l'échange a reposé sur une confiance réciproque. En l'absence de cette confiance, fût-elle minimale, relative, les échanges ne sont plus possibles. L'article 1101 du Code civil consacre cette conception du consensualisme comme engagement des personnes, en déclarant que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le droit romain avait commencé à être très formaliste dans la formation des contrats. La nécessité de favoriser les échanges a conduit à un assouplissement, le consensualisme l'emportant sur le formalisme. Les auteurs attribuent également ce changement à l'influence du christianisme et à l'importance de la parole donnée.
L'accord est un terme particulièrement intéressant. Il implique une harmonie. Comme dans l'accord musical, cette harmonie présuppose un climat de confiance qui permet l'engagement. La personne qui s'engage dans l'accord s'oblige. S'obliger n'est pas se forcer, c'est un acte libre, une reconnaissance de dépendance, comme l'on dit ou comme l'on disait, je suis votre obligé. Et cette dépendance est réciproque. 2. La confiance dans le système politique et administratif. Ce qui vaut pour la société vaut également pour la relation des individus avec le pouvoir, de leur comportement à l'égard du pouvoir. L'affirmation peut a priori surprendre. Le pouvoir, entendons le pouvoir politique, est présenté habituellement comme ce qui s'impose par la force. Bien des auteurs dans le passé ont présenté les règles régissant l'organisation et le fonctionnement du pouvoir comme une légitimation et une légalisation de la force. Clovis est montré comme celui qui, parmi les chefs gaulois, est parvenu à s'imposer par ses qualités guerrières, ainsi d'ailleurs que par ses qualités de stratège. Le premier qui fut roi fut un soldat heureux, selon la célèbre formule de Voltaire. Pascal développera avec une grande puissance cette idée selon laquelle on a cherché à justifier la force, parce que l'on ne pouvait pas fortifier la justice. Et cependant, si cette analyse est exacte pour rendre compte de l'instauration d'un pouvoir politique, elle est insuffisante pour expliquer que le pouvoir puisse perdurer. La force ne suffit pas, elle est incapable à elle seule à assurer le maintien de l'ordre, la peur du gendarme ne fait pas tout, ne permet pas à une société de perdurer. B. de Jouvenel a présenté dans son ouvrage du pouvoir une démonstration convaincante selon laquelle l'obéissance est liée au crédit. Entendons au crédit accordé au souverain. S'interrogeant sur le mystère de l'obéissance civile, l'auteur affirme « La conduite des individus est bien moins guidée par des forces les pressant de l'extérieur que par un régulateur invisible qui de l'intérieur détermine leurs actions. Une société est attachée aux manières de faire, les sentiments moraux hantent le corps social et la conscience même des dirigeants. Ils valorisent leurs actions, efficaces si elles vont dans le sens des pratiques et des convictions acquises, inefficaces si elles les heurtent brutalement. Mais il faut distinguer également selon la nature des régimes. Dans les régimes d'autorité, plus encore dans les régimes totalitaires, les croyances importent peu. Les citoyens ne sont que des individus auxquels il est demandé d'obéir, de ne pas penser, et surtout de ne pas penser contre le pouvoir. La première force pour obtenir l'obéissance est la peur, qui est aux antipodes de la confiance. Arendt a admirablement montré comment, dans un pays totalitaire, le rôle de la police politique n'est pas d'éliminer les opposants. Ce rôle commence lorsque ces opposants ont été éliminés, parce que le régime a besoin en permanence de se trouver de nouveaux ennemis, surtout lorsqu'il n'en existe plus, les opposants ayant déjà été éliminés. Dans de tels systèmes, les individus n'ont aucune confiance ni dans les dirigeants, ni dans les structures entièrement dominées par le parti au pouvoir. Et Havel a montré dans toute son œuvre les conséquences désastreuses pour la société d'un système de méfiance généralisée où chacun se méfie de l'autre, y compris parfois au sein de sa propre famille. Les démocraties ne peuvent fonctionner à l'inverse, que par cette confiance qui se manifeste dans un certain nombre d'institutions et de procédures. Le système représentatif, inévitable dans les plupart des démocraties, signifie que les citoyens acceptent que ceux pour lesquels ils se prononcent veuillent juridiquement, pour eux, qu'ils décident au nom de ceux qui les ont élus. Ils vont vouloir pour eux. Cela signifie collectivement une confiance dans les institutions et les procédures mises en place. C'est pourquoi le vote est si essentiel en démocratie. Il est possible de soutenir en droit que même si une minorité de personnes votent, le système est tout aussi légitime dans la mesure où, si le vote n'est pas obligatoire, chacun est libre de voter ou de ne pas voter. En pratique, il n'en est pas nécessairement ainsi. Les démocraties sont affaiblies si les citoyens se détournent de la politique, s'en désintéressent. C'est là à la fois la force et la faiblesse de la démocratie. Elle est faible dans la mesure où, si la confiance disparaît, la démocratie est menacée. Elle est forte parce que l'adhésion des citoyens permet aux démocraties de surmonter les épreuves. B. Une exigence prise en compte par les règles. Parce que la confiance est le présupposé des relations sociales, elle ne peut être ignorée par le droit. Même lorsque le mot lui-même n'apparaît pas, les règles intègrent ou consacrent cette notion de confiance.
La confiance apparaît également dans son inverse, la trahison, elle aussi prise en compte par le droit et qui éclaire ainsi négativement la notion de confiance. 1. L'importance de la notion de confiance dans les règles. La confiance est présente explicitement dans certaines règles, sous-jacentes dans d'autres. Ce que l'on peut observer depuis un certain nombre d'années, c'est l'institutionnalisation de mécanismes reposant sur la confiance, et l'on trouve de telles expressions aussi bien en droit privé qu'en droit public. En droit privé, un seul exemple peut suffire à illustrer cette institutionnalisation de la confiance, c'est la fiducie. Cette institution était connue du droit romain, qui distinguait même plusieurs formes de fiducie, la fideicommie, la fiducia cum amico, la fiducia cum creditore. Cette institution avait disparu de notre droit civil. On a fait valoir que la raison de l'absence d'une telle institution tenait à la conception du droit de propriété consacrée à la Révolution, c'est-à-dire une conception absolutiste du droit de propriété, conception que l'on trouve d'ailleurs consacrée dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Cependant, les pays anglo-saxons connaissent depuis longtemps la fiducie, c'est le trust qui veut dire également et précisément confiance. Par ailleurs, plusieurs mécanismes fiduciaires avaient vu le jour en France sous la pression des exigences économiques, notamment dans le domaine monétaire et financier. Il est apparu souhaitable, pour plus de lisibilité, de consacrer de manière claire la fiducie qui permet, dans une relation triangulaire, le transfert de biens ou de droits du patrimoine d'une personne, qui est le fiduciant, appelé aussi quelquefois constituant, vers celui d'une autre personne, le fiduciaire, pour le bénéfice d'une troisième personne, le bénéficiaire. En d'autres termes, cela permet de faire assurer par un tiers la gestion d'éléments du patrimoine au profit d'une autre personne. C'est pourquoi la loi du 19 février 2007 a introduit et organisé dans notre droit la fiducie. Le droit public connaît également des procédés qui reposent sur la confiance. Avant de les examiner, on pourrait se demander si certains principes qui commandent notre organisation politique et constitutionnelle ne sont pas inspirés, au moins en partie, par la confiance. La fraternité est un principe républicain. Il faut commencer par relever que ce principe de fraternité, consacré dans notre Constitution, et auquel le Conseil constitutionnel s'est référé pour la première fois récemment dans une décision largement commentée et critiquée, ne date pas de 1789. Il ne figure pas parmi les grands principes énoncés par la Déclaration de 1789, même si, dans différents débats, le mot a été utilisé à plusieurs reprises, ce qui peut surprendre. Peut-être l'une des explications tient-elle à ce que, en 1789, d'une part, la confiance va à la norme, à la loi, et pas aux individus. D'autre part, la reconnaissance de droits signifie simultanément la possibilité de revendiquer des droits à l'encontre du pouvoir et la limitation des droits de chacun par la reconnaissance des droits des autres. On pourrait se demander si la consécration de droits individuels, conçus comme étant absolus, n'exclut pas par définition la confiance. La fraternité n'est consacrée dans le texte constitutionnel qu'en 1848, et ce n'est pas par hasard. La Révolution de 1848 présente des caractéristiques assez différentes de celles de 1789 et 1793. Le lien entre la fraternité et la confiance est indirect, mais il est certain. La fraternité est une forme de laïcisation de la charité chrétienne. La charité est l'amour désintéressé du prochain et dans la mesure où elle est liée à l'amour, l'agape, elle implique la confiance dans l'autre. La fraternité, expression républicaine de la charité, implique également que ceux qui font partie de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.